Merci madame, merci pour votre invitation. Alors le temps de charger les quelques planches que je souhaite vous montrer, je voudrais souligner le grand intérêt du dialogue entre militaires et universitaires. Voilà, c'est un dialogue qui est historique. Quand on regarde l'histoire de France des 2 derniers siècles, on s'aperçoit qu'il y a eu une communication, un dialogue assez nourri. Et peut-être qu'avec l'accélération du rythme de nos opérations, on a peut-être un peu perdu le fil. Quand j'étais à l'état-major des armées à Paris, j'avais noté que souvent on s'engageait sur des zones de conflit sans avoir pris le temps forcément d'échanger, d'approfondir un certain nombre de notions, et notamment avec le monde universitaire. Et en règle générale, on regrette parce qu'on lit les choses un peu trop tardivement, et ça permet quand même d'éclairer sérieusement la lanterne avant de s'engager quelque part. Et c'est peut-être même d'ailleurs une des caractéristiques des Français, c'est de s'intéresser à tous les aspects d'une zone de conflit et d'une population avant d'agir. Mon propos, c'est un propos de praticien. C'est vous dire comment le militaire appréhende la partie sud-ouest de l'océan Indien à travers les missions des forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Et donc pour ça, je vais vous proposer une petite boucle. On va commencer par quelques planches avec une approche plutôt géographique pour vous montrer quelle est notre zone d'action. Concrètement, comment le militaire appréhende sa zone d'action ici. Ensuite, je vous parlerai très brièvement des moyens, mais surtout de la façon dont on va concevoir nos actions et nos missions. Alors, planche suivante. Alors, on parlait à l'instant de la stratégie Indo-Pacifique. Donc là, on a une vision extrêmement large, qui est assez récente, qui date de 2019, qui a été popularisée à l'occasion du dialogue Shangri-La par la ministre des Armées, et qui vous donne une vision stratégique française partagée avec d'autres acteurs, en particulier l'Inde, l'Australie, les États-Unis, d'enjeux stratégiques à l'échelle de l'Indo-Pacifique. Et moi, quand je vois cette planche, finalement, mon travail, ici au sein des FASOI, c'est de décliner cette vision dans la zone sud de l'océan Indien et de voir quels sont effectivement les points communs entre ce que je vis ici à partir de la Réunion, et singulièrement dans le canal du Mozambique, et ce que peut vivre mon homologue en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie. Alors, l'Indo-Pacifique, c'est essentiellement autour d'enjeux de souveraineté. Vous voyez apparaître les territoires français sur cet ensemble géographique, des enjeux de sécurité collective, des enjeux de liberté de circulation et notamment d'accès maritime. En particulier, au centre de cette zone, vous avez le détroit de Malacca, qui est bien plus complexe que ce qu'on peut connaître ici, notamment dans le canal du Mozambique. Et puis, enfin, des enjeux de stabilité stratégique avec un certain nombre d'acteurs, de très grands acteurs, notamment la Chine, qui elle a une vision qui dépasse encore largement l'Indo-Pacifique. La suivante. Alors, ramener à la zone sud de l'océan Indien, voilà notre vision à nous, forces armées de la zone sud de l'océan Indien. Voilà comment on voit ce qu'on appelle notre zone de responsabilité permanente. La zone de responsabilité permanente, c'est une notion, c'est un découpage qui confie à un commandement militaire un ensemble géographique avec lequel il va devoir interagir, sur lequel il va devoir s'intéresser et sur lequel il va devoir construire une appréciation de situation sécuritaire d'un point de vue militaire. La caractéristique numéro 1 de notre zone de responsabilité permanente à nous, FASOI, c'est l'immensité. Vous avez un petit profil de l'hexagone en haut à droite, et quand vous comparez, vous vous rendez compte qu'on a quand même affaire à une zone qui est immense. La deuxième caractéristique, c'est la diversité. On parlait d'homogénéité ou d'hétérogénéité. Moi, ce que je retiens aujourd'hui de ma zone d'action, c'est l'hétérogénéité. C'est extrêmement diversifié. C'est diversifié, en particulier avec un côté très insulaire pour ce qui concerne la COI et très continental pour ce qui concerne le continent africain et sa partie australe. On a dans le dialogue bilatéral avec nos homologues, on a des approches qui sont complètement différentes selon qu'on a affaire à des gens de la COI ou de la SADC. Au total, c'est 14 États partenaires avec lesquels nous dialoguons.
pas tous. On en a quelques-uns qui sont infréquentables d'un point de vue diplomatique et politique, et donc avec lesquels nous n'avons pas de relation de coopération. Mais la plupart des 14 ont un. La troisième caractéristique, c'est la présence française. La présence française à travers 3 collectivités, La Réunion, Mayotte, mais n'oublions pas les terres australes et antarctiques françaises. Et puis, à travers tous les petits drapeaux que vous voyez, c'est la communauté des ressortissants français, quelques 45 000 ressortissants français répartis dans l'ensemble de la zone, principalement sur Madagascar. Et notre rôle à nous, militaires, c'est aussi de nous préoccuper de la sécurité de ces ressortissants en fonction de la réalité. La suivante. Je disais immensité. Sur cette planche, vous avez ce qu'on appelle la notion d'élongation. En particulier, c'est l'exemple pour atteindre les îles éparses. Sur les îles éparses, nous avons des détachements militaires permanents que nous relevons tous les 45 jours et qu'il faut soutenir d'un point de vue logistique. Et donc, l'accès aux îles éparses, c'est soit par les airs, on a des pistes sur les 3 sur lesquelles nous sommes installés, à Europa, Joined Nova et Glorieuse, soit par la mer. Le gros du ravitaillement logistique se fait bien évidemment par la mer avec les moyens de la Marine nationale. Et donc, vous avez déjà une notion de délai. Grosso modo, il faut compter 4 heures par avion pour rejoindre une des îles éparses, ce qui veut dire qu'en cas de pépin de santé pour un militaire isolé sur une île au centre du canal du Mozambique, eh bien, ils savent qu'entre 12 et 15 heures, ils ne voient pas arriver tout de suite le médecin. Donc, ça, c'est une notion assez importante. Et pour le ravitaillement logistique, vous transformez les heures en jours et vous avez une petite idée des délais qu'il nous faut pour atteindre ces confettis de l'Empire. La suivante. Alors, cette planche pour évoquer les contestations de souveraineté. On a des relations qui sont très bonnes avec tous nos partenaires, et pour autant, sur le plan diplomatique et politique, on a des contestations de souveraineté au nombre de 3. On a bien évidemment les Comores qui considèrent que Mayotte appartient à l'Union des Comores. On a également un contentieux avec Maurice relatif à l'îlot de Tromelin. Et puis, beaucoup plus présent dans l'actualité, on a le contentieux sur les éparses du canal du Mozambique avec Madagascar. Or, Madagascar, c'est notre partenaire numéro 1 en termes de coopération. Donc, vous voyez bien que le facteur diplomatique peut assez rapidement influencer la qualité ou la nature, la volumétrie des activités de coopération qu'on peut avoir avec ce partenaire numéro 1. L'autre, ce que montre également cette planche, à travers les zones bleues qui sont les zones économiques exclusives, c'est que tout autour de Madagascar, c'est une mer française. Et en particulier le canal du Mozambique. Le canal du Mozambique, c'est un canal qui est principalement français. Donc, ça veut dire des opportunités. Ça veut dire des opportunités en matière de sécurité maritime. Finalement, c'est à nous de prendre l'initiative pour organiser la sécurité des transits maritimes, éviter que des catastrophes n'arrivent dans ces eaux-là. C'est également des enjeux de préservation de la biodiversité dans ces espaces. Et ça, c'est vraiment aujourd'hui le cheval de bataille de la France en termes de revendication de ces espaces, de souveraineté sur ces espaces, et potentiellement également des opportunités d'activité économique, notamment dans le domaine halieutique. C'est des opportunités, c'est aussi des devoirs, puisqu'il faut surveiller ces zones économiques exclusives, il faut marquer la souveraineté française et faire en sorte que d'autres clients, plus ou moins étatiques, ne viennent piller ces ressources dans notre dos. Et ça, c'est aussi le rôle des forces armées de la zone sud de l'océan Indien. La suivante. Alors, très rapidement, pour agir sur cette immensité, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, c'est d'abord du moyen de la Marine nationale. Vous avez sur la gauche les moyens au pluriel avec 2 frégates de surveillance, un bâtiment de soutien et d'assistance, le Champlain, un petit bâtiment assez original, celui qui est en blanc, le Manin, qui est un patrouilleur. Il a une histoire très originale, puisque ce patrouilleur de la Marine nationale, c'était un palangrier chilien de mémoire, et qui a été attrapé dans les tafs
du Sud, pas loin de Kerguelen, en train de commettre des actions de pêche illicites, qui a été saisi par la justice française et remis à la Marine nationale qui en a fait un patrouilleur. Et donc nous, c'est notre corsaire, c'est-à-dire qu'il a une livrée assez discrète et donc il nous permet de surveiller assez discrètement nos eaux et de veiller à ce qu'il n'y ait pas de chalutiers qui ne soient pas autorisés à pêcher dans les eaux françaises. En rouge, c'est l'Astrolabe, qui est actuellement en transit entre la Terre Adélie et Hobart. C'est un bâtiment des TAF armé par un équipage de la Marine nationale et qui est essentiellement dédié au ravitaillement des TAF et de la Terre Adélie, de la base du Mont d'Urville. Et puis les vedettes côtières, 2 vedettes côtières sur Mayotte. Au centre, vous avez 2 unités de l'armée de terre, le 2e régiment parachutiste d'infanterie de marine ici à La Réunion, et puis le détachement de la Légion étrangère de Mayotte. Et enfin, pour finir, sur la droite, nous avons 2 appareils, 2 petits appareils, 2 CASA, avec lesquels nous réalisons toutes nos missions, toutes nos opérations. C'est pas grand-chose, le CASA, c'est 20 personnes, 2 tonnes de fret pour aller sur les éparses. Donc c'est un moyen qui est extrêmement limité et on est vraiment sur les cordes raides en matière de projection aérienne avec ces moyens. On a quand même la chance de les avoir. Suivante. J'en termine maintenant avec la conception de nos missions et de nos actions. La première de nos missions sur cet espace, sur cette immensité, c'est la mission de protection. Protection du territoire national, de la souveraineté et protection de la population. Les éparses, sur lesquelles sont présents des détachements permanents, c'est vraiment la mission la plus emblématique de la protection de la souveraineté, de l'affirmation de la souveraineté française sur un territoire. 14 militaires plus un gendarme, le drapeau tricolore et la présence française est manifestée. Et ça nous permet d'éviter des débarquements intempestifs et une utilisation intempestive de ces espaces dans le canal du Mozambique. D'autres actions en termes de protection du territoire liées plutôt à l'action de l'État en mer. Je parlais de la police des pêches tout à l'heure, donc ça c'est valable dans toutes nos ZEE, principalement dans le Grand Sud, c'est là où il y a le plus de risques de pillage, soit par des patrouilles de nos moyens maritimes, soit par l'utilisation de moyens satellitaires pour surveiller les espaces avant une patrouille. La lutte contre l'immigration clandestine, on pourra peut-être revenir dessus dans le cadre des questions, c'est un volet pour nous de l'action de l'État en mer. Ça concerne bien évidemment au premier chef le département de Mayotte, qui est un département qui subit une pression migratoire assez colossale en provenance notamment des Comores et qui nécessite la mobilisation de tous les acteurs, y compris de l'acteur militaire, dont ça n'est pas une mission native. La suivante. Deuxième mission, c'est la mission de prévention et de coopération régionale. À travers cette planche que je ne vais pas détailler, vous avez l'essentiel des actions que nous conduisons sur une année. C'est une 60aine d'activités de coopération, ce qu'on appelle en général les détachements d'instruction opérationnelle ou d'instruction technique avec les armées partenaires à différents niveaux. Aujourd'hui, on cherche plutôt à former les formateurs qu'à former des unités en instruction initiale. Pourquoi? Parce que nos partenaires ont déjà leurs propres capacités et nous, ce qu'on souhaite simplement, c'est répondre à leurs demandes et à leurs besoins en termes d'élévation du degré technique et du degré opérationnel. Le premier partenaire, je le disais tout à l'heure, c'est Madagascar. Ensuite, on s'aperçoit que par cercle concentrique, c'est essentiellement les États de la Commission de l'océan Indien. Et puis, on a élargi, en termes d'influence française, on a élargi le secteur d'activité également sur la partie continentale, mais avec un certain nombre de résistances, soit culturelles, historiques ou idéologiques. C'est le cas notamment de l'Afrique du Sud, qui a quand même du mal à dialoguer avec la France d'un point de vue stratégique. En revanche, on a un dialogue qui est très très fructueux et très actif avec le Botswana. Voilà. Et également des enjeux aujourd'hui de coopération avec le Mozambique, mais dans un contexte extrêmement troublé. J'y reviendrai en conclusion. Suivante. Voilà. Et puis pour finir, les forces armées de la zone sud de l'océan Indien, leur première mission finalement, c'est d'être prêtes à toute éventualité, que ce soit en termes de cataclysme naturel. On a pu le voir notamment à l'occasion du cyclone Idai sur le Mozambique, qui nous a vu agir aux côtés de la Piroie
pour faire de la livraison de fret humanitaire au Mozambique. Ça peut être également le cas sur nos propres départements. On est rentré en phase cyclonique. L'an dernier, on a connu une alerte assez chaude à Mayotte avec Benna, le cyclone Benna, qui heureusement n'a pas touché le département. Mais ça peut être également un cadre d'action, un cadre d'intervention des phaseries. Et puis l'autre cadre, hors du territoire national, c'est celui de l'assistance à nos ressortissants. Si, suite à une dégradation sécuritaire dans un des États de la zone, des ressortissants français venaient à être mis en danger, il y aurait de facto un engagement de la force armée de façon à apporter assistance à nos ressortissants. Donc ça, c'est pas un sport de masse, c'est pas quelque chose qui s'improvise, ça demande énormément de travail, énormément de préparation, énormément de conditionnement pour être prêt au cas où. Suivante. Alors, en conclusion, la zone sud de l'océan Indien, c'est une zone vaste et complexe, vous l'avez compris. C'est une zone plutôt sensible, notamment sensible au regard des enjeux évoqués dans cette planche de synthèse. Moi, le premier facteur qui me frappe, c'est la dynamique démographique. La zone, aujourd'hui peuplée de 210 millions d'habitants, va doubler sa population à l'horizon 2050. À l'échelle d'une génération, c'est une véritable explosion démographique. Est-ce que c'est un facteur de croissance et de développement? Est-ce que c'est un facteur d'instabilité pour les différents États de la région? C'est une question qui fait l'objet de débats incessants. En tout état de cause, dans certains des pays de la zone qui sont aujourd'hui assez fragilisés et menacés, ce facteur démographique est important. Les flux migratoires, j'ai évoqué Mayotte, mais on s'aperçoit que les flux sont bien plus diversifiés, notamment des flux qui traversent la partie continentale, qui vient d'Afrique centrale et qui arrive jusqu'à Madagascar et par rebond jusqu'à Mayotte. Une zone aujourd'hui d'expansion de l'islamisme radical. Ça, c'est un vrai changement de nature de menace. Aujourd'hui, dans le nord du Mozambique, au Cabo Delgado, il y a un môle territorial de l'État islamique revendiqué. Vous prenez la localité de Mocimboa da Praia, elle a été prise par des insurgés qui se revendiquent de l'État islamique début août. Aujourd'hui, ces gens tiennent toujours cette localité, qui était une localité de 20 à 30 000 habitants quand même. Tout ça s'est revendiqué avec des exactions à l'appel qui nous rappellent ce qui s'est passé en Syrie il n'y a pas si longtemps. Donc cette territorialisation de la menace islamiste, ça c'est un facteur assez nouveau dans la région. Je pense qu'il y a 10 ans, personne n'aurait parié sur cette menace au Mozambique. Les trafics, vous avez la petite planche qui est au centre, en haut, c'est ce qu'on appelle la Smack Track. C'est cette autoroute de la drogue qui part de l'Asie et qui frappe la partie est du continent africain. Aujourd'hui, ce qu'on observe dans nos actions en mer, d'interception, de ce qu'on appelle les opérations NARCOPS, cette route, elle s'infléchit vers le sud. Voilà. Avant, elle frappait plutôt le Kenya, la Tanzanie. Aujourd'hui, elle descend beaucoup plus bas, elle entre dans le canal du Mozambique et elle concerne le Mozambique. Donc, on voit que c'est une route qui se décale pour tout un tas de raisons. Donc, forcément, ça doit conduire à revoir notre stratégie peut-être d'interception et de coopération avec les États riverains. Voilà. Et pour finir, catastrophe, risque sanitaire et climatique. Ça, j'ai déjà évoqué à travers l'exemple d'Idaï. Quand on parle avec les climatologues, ils ne nous annoncent pas dans les années à venir des années et des saisons cycloniques plutôt calmes et modérées. Ils nous annoncent le contraire, des épisodes plus fréquents et plus violents. Et donc, qui dit un scénario de fréquence telle, dit une nécessité peut-être plus fréquente d'intervenir pour nous en complément des moyens civils. Voilà, j'ai terminé mon intervention et avec ce petit clin d'œil aux géographes présents dans la salle, je suis prêt à répondre à vos questions.